bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Cette semaine, nous abordons le grand thème de l'éducation en compagnie de Caroline Janson qui dresse le parcours de jeunes enseignants, Simon Vivier qui nous parle de l'état de la profession des conseillers d'orientation et Anne Lafay qui nous fait découvrir la dyscalculie. Je suis Caroline Janson, je suis étudiante à la Faculté des sciences sociales, à la maîtrise, au département de sociologie. Mon projet de recherche de mémoire porte sur les jeunes enseignants québécois, les jeunes diplômés en enseignement. Pourquoi, quand ils entrent dans le système d'éducation québécois, il y en a qui décident de rester au bout de quelques années? Pourquoi il y en a qui décident de quitter? À travers le 20e siècle, il s'est produit à un moment donné un renversement des types de solidarité sociale. Donc, avant, le collectif primait sur l'individu. À un moment donné, l'individu a pris le dessus et est apparu et s'est affirmé. La femme s'est entre autres émancipée, les droits de l'homme sont apparus, on s'est mis à pouvoir aspirer à mieux, à une certaine mobilité sociale généralisée. Ça a fait en sorte qu'on a voulu que tout le monde ait accès à l'instruction, entre autres. Ça a aussi fait en sorte qu'il y avait des responsabilités qui étaient jadis endossées par exemple, la famille, les femmes, entre autres, au foyer, ou la communauté, la religion, qui ont été déchargées sur les épaules de l'État, dans le fond, le système d'éducation. Avec le temps aussi, il y a eu les technologies qui sont entrées en ligne de compte, il y a eu d'autres changements dans la société qui ont fait en sorte que graduellement, les mandats impartis à l'éducation ont tranquillement pas vite augmenté. On voulait que tout le monde ait accès gratuitement à l'éducation. Et pour faire ça, on s'est inspiré d'un modèle qu'on connaissait, l'Organisation scientifique du travail, qui se faisait au privé dans les usines, par exemple, des méga structures très, très hiérarchisées, très bureaucratisées, où les tâches étaient très divisées. Donc, on a créé un ministère de l'Éducation qui chapeaute des commissions scolaires, qui chapeaute des directions d'école, qui chapeaute des enseignants dans leur classe, qui chapeaute des élèves. On a appelé ça, les chercheurs ont appelé ça par après le modèle Egg Crate, la boîte d'œufs, dans le fond, la boîte d'œufs avec les compartiments et tout ça. Donc, c'était une structure très, très rigide qui, graduellement, a épongé ces mandats-là que la société lui transmettait. Cette grosse structure-là coûtait très cher. Et là, on s'est dit, il faut rationaliser. On va flexibiliser la main-d'œuvre, c'est-à-dire que l'enseignant, sa tâche était très, 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 très spécifique. On va essayer qu'il en fasse un peu plus. Ça a créé des conditions de travail peut-être un petit peu plus comprimées, si on veut, dans le fond. On arrive donc en 2013-2014 dans un système qui est de plus en plus en demande côté mandat, mais avec des ressources qu'on veut de plus en plus restreintes, de plus en plus comprimées. On arrive aussi avec un système qui, justement, a eu des réformes successives, mais on a essayé d'implanter à tout le moins ces réformes-là dans cette espèce de boîte d'œufs-là. Fait qu'on ne sait pas à quel point chacune des réformes a pénétré chacun des compartiments, si on veut. Donc, c'est un petit peu inégal. Ce que j'ai fait dans le cadre de ma recherche, c'est que j'ai choisi 22 jeunes enseignants, 11 qui se sont réorientés dans leurs premières années de carrière et 11 qui sont toujours en poste. J'ai fait avec eux une ligne du temps, dans le fond, leurs expériences de travail une par une, et je les ai rencontrés en entrevue pour qu'on discute de chacune de ces expériences-là, voir comment, à travers chacune de ces expériences-là, ils se sont rapprochés ou éloignés de l'enseignement, pour quelles raisons, pour quels facteurs, etc. Du côté de ceux qui sont restés, j'en ai qui sont rentrés dans des conditions favorables, relativement stables, des contrats assez longs pour qu'ils puissent bien s'installer et tout. Et là, dans ce sens-là, les conditions leur ont permis de toucher à leurs attentes, de se développer comme enseignant et d'être satisfaits, dans le fond. Donc, ils sont restés. Dans une autre figure de cas, les conditions étaient plutôt défavorables aux enseignants, promenés dans plusieurs écoles et tout, instables, des classes pas toujours faciles, mais ils se sont accrochés à leurs attentes, puis ils sont arrivés à se donner des moyens de persévérer jusqu'à ce qu'ils touchent justement à ces attentes-là, jusqu'à ce que les conditions se stabilisent plus. Donc, ils ont fait preuve d'une résilience qui leur a permis de rester. Dans une autre figure de cas, c'est pas tant les conditions qui influencent, plutôt que le fait que les attentes à la base n'étaient peut-être pas très réalistes. Et ce qui leur a permis de rester, c'est d'ajuster justement ces attentes-là, puis de trouver une espèce de zone de résolution entre ce qu'ils pensaient faire, ce qu'ils découvrent qu'ils doivent faire, puis ce qu'ils choisissent maintenant de faire au final là, comme enseignants. Donc ça, c'est les résultats du côté de ceux qui restent. Du côté de ceux qui quittent, encore une fois, il y a des figures de cas où les conditions ne sont pas nécessairement influentes. Entre autres, je pense à ceux qui ont, à la base, fait le mauvais choix et que finalement, au bout de quelques années, ça les rattrape, puis ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça, puis ils décident de quitter. Il y en a aussi qu'à la base, l'attente était d'instruire seulement.
donc de donner de la matière. Les mandats de l'éducation, officiellement, dans le curriculum, sont d'instruire, socialiser, qualifier. Instruire, donner des connaissances, socialiser, faire en sorte que le jeune puisse travailler en équipe, par exemple, être un citoyen et tout, aussi, entre autres, et qualifier, c'est-à-dire de le préparer au marché du travail, donc de donner des méthodes de travail, d'être capable d'utiliser, tu sais, on parle beaucoup des compétences, là, être capable d'utiliser l'information qu'il reçoit, tout ça. Ça, c'est les mandats officiels. Officieusement, on cherche des fois à offrir une plus-value aux jeunes. Tu sais, on voit pulluler là, les écoles à vocation, même au public. Là. On le voit au privé, mais au public aussi, pour attirer les jeunes, des programmes internationaux, des programmes avec des voyages, de l'anglais intensif, des arts, des sports, etc. Donc, on essaie d'ajouter une plus-value aux jeunes, dans le fond. Fait, officieusement, c'est un mandat qui est tombé en partie sur le système scolaire. Ensuite, le lien scolaire, on parle du lien scolaire qui est de motiver les jeunes à aller à l'école et pas nécessairement nourri dans toutes les familles. Donc, des fois, ça revient aux profs de dire, bien, c'est important l'école, tout ça. L'égalité des chances. Donc, quelqu'un qui vient d'un milieu plus défavorisé, on va faire en sorte d'y donner un petit peu plus pour qu'il parte à peu près sur le même pied d'égalité qu'un jeune d'un autre milieu, par exemple. Même chose pour les élèves en intégration. Le mandat depuis les années fin 80-90, c'est de les intégrer en plus grand nombre dans les classes normales. Pour ces enfants-là qui ont des cas particuliers, on leur développe des plans d'intervention avec le psychoéducateur, avec le directeur. Fait qu'il y a ces rencontres-là. Fait que ça tombe tout dans l'assiette de l'enseignant, là. Objectivement parlant, si c'est plus difficile d'enseigner aujourd'hui qu'avant, au niveau des exigences de ce qu'on demande à un enseignant, j'aurais tendance à dire oui. Le curriculum, la pédagogie est plus exigeante versus les ressources qu'on a pour le faire. Les compositions de classe sont peut-être plus difficiles aussi. Puis il parle beaucoup des jeunes, entre autres. Là. Je ne veux pas mettre le blâme sur eux, mais il disait, entre autres, bien, tu sais, côté manière, politesse, des fois. Côté motivation aussi. Le rapport à l'autorité aussi est différent. Donc, pour ce qui est de la gestion de la classe, je pense que, à tout le moins, ce qui m'a été dit dans la recherche, c'est que oui, c'était plus difficile de ce côté-là. Maintenant, il faut un petit peu plus le divertir. Il faut capter son attention, parce qu'il y en a qui parlent de la génération Zapette, là. Entre autres, là, sont habitués, ils changent de poste quand c'est inintéressant, mais à l'école, ils ne peuvent pas le faire, donc il faut un petit peu plus les stimuler. La difficulté ajoutée, c'est d'apprendre ton nouveau métier dans un contexte instable. Il y a des chercheurs qui se sont beaucoup penchés là-dessus. Puis ils ont trouvé que, justement, quand les écoles changeaient, quand les tâches changeaient, quand on passait de la 5e année à la première année, ou il y en a beaucoup aussi qui n'enseignent pas dans la matière pour laquelle ils ont été formés. Donc, par exemple, un prof d'éduc qui se ramasse en éthique et culture religieuse dans une classe. J'ai rencontré ça dans mon étude. Il dit, c'est sûr que là, c'est plus difficile parce qu'il faut que tu t'habitues au contexte, il faut que tu t'habitues au programme. Alain Touraine, qui est sociologue, disait « Je ne conçois pas que la sociologie puisse avoir d'autre but que d'aider au bon fonctionnement des systèmes qu'elle étudie. » Donc, inévitablement, je souhaite que ma recherche ait comme retombée d'aider peut-être à mieux comprendre les débuts en enseignement puis de peut-être apporter des pistes de solutions. Par exemple, du côté des jeunes enseignants qui sont restés, on voit que les conditions favorables ont aidé. On voit aussi que des fois, c'est une partie d'eux-mêmes qui font en sorte qu'ils restent. Donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner dans les débuts de carrière pour faire en sorte justement qu'ils trouvent la persévérance, qu'ils soient capables d'ajuster leurs attentes? Alors là, je pense qu'il y a des pistes de solutions qui pourraient être explorées. Mais aussi, les pistes de solutions doivent être trouvées, je pense, du côté de ceux qui quittent. Donc, à répondre aux questions, pourquoi est-ce qu'il y en a qui font le mauvais choix puis ils restent malgré un mauvais choix? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont des attentes irréalistes puis qui rentrent sur le marché du travail avec ces attentes réalistes-là? Et par rapport à ces attentes-là, l'attente d'instruire versus les mandats rencontrés, pourquoi on peut aussi se questionner sur les mandats de l'éducation? Est-ce que les mandats sont réalistes? Bonjour, je m'appelle Simon Vivier. Je termine un doctorat en sciences de l'orientation à l'Université Laval, au département et fondements et pratiques en éducation de la Faculté des sciences de l'éducation. Ma recherche porte sur la dynamique de souffrance identitaire de métier des conseillers d'orientation. Terme un peu technique pour dire que j'étudie dans le fond comment les conseillers d'orientation vivent leur identité professionnelle au quotidien dans leur travail, puis à quel point ils peuvent exercer leur travail comme ils souhaiteraient pouvoir l'exercer, comme ils ont appris à l'exercer
dans leur formation à l'université, comme dit, ils aspirent à l'exercer leur profession. Mon intérêt pour les sciences de l'orientation a peut-être quelque chose à voir avec la génétique, puisque mon père, ma mère, mon grand-père, ma tante sont conseillers d'orientation. Mais blague à part, je me suis toujours intéressé à la psychologie. J'ai fait mes études de bac en psychologie, mais j'ai aussi de l'intérêt pour la sociologie, la politique, l'économie. Et les sciences de l'orientation tiennent compte de l'ensemble de ces disciplines-là pour aider à comprendre les phénomènes qui sont liés à la relation entre les personnes, le travail puis la formation. La profession de conseiller d'orientation est dans une situation à l'heure actuelle qui découle quand même de son histoire. Moi, j'adopte, dans le fond, je tiens compte de la perspective historique puisque je m'intéresse à l'identité professionnelle. Donc, je m'intéresse un peu à l'évolution de la profession. Et donc, si on regarde dans les années 60 environ, la profession a à peu près 50 ans. En fait, cette année, c'est le 50e anniversaire de l'ordre professionnel et c'est aussi le 50e anniversaire du rapport parent, qui est un peu la pierre d'assise du système d'éducation québécois. Et dans ce rapport-là, on y faisait une place centrale au conseiller d'orientation dans l'organisation du travail scolaire. Le conseiller d'orientation avait une place importante. Autour des années 70, il y a eu une entrée massive des conseillers d'orientation dans les écoles et c'est un peu l'âge d'or de la profession. Mais suite à ça, dans les années 80, il y a eu beaucoup de coupures dans l'ensemble de la fonction publique et les conseillers d'orientation ont été affectés par ces coupures-là. La profession s'est aussi diversifiée. On retrouve maintenant des CO en employabilité, dans le domaine de la réadaptation, dans le domaine communautaire, dans le domaine des ressources humaines, en psychothérapie. Bon, le champ est large, autrement dit. Ce qui fait qu'en milieu scolaire, on s'est retrouvé avec peu de CO pour répondre à grande demande. Et dans les années 90, les jeunes, les élèves des écoles ont manifesté leur mécontentement par rapport aux services d'orientation. On constate que les services d'orientation, il y a un certain nombre de problèmes, puisqu'on a éliminé, entre autres, un cours qui s'appelait « Éducation, choix de carrière », qui est insatisfaisant pour plusieurs, mais qui occupait une fonction importante quand même pour les étudiants, pour les aider à commencer leur réflexion, à s'intéresser au monde du travail, puis tout ça. Et donc, avec le renouveau pédagogique, la réforme, la fameuse réforme de l'éducation, au tournant des années 2000, on a voulu, en fait, le gouvernement a voulu refaire une place centrale à l'orientation en soutenant ce qu'on appelle une approche orientante de l'école québécoise. Mais c'est une approche qui est venue modifier un peu la pratique, c'est-à-dire que tout le monde devait s'occuper de l'orientation et le conseiller d'orientation devait soutenir chacun des acteurs pour les aider à soutenir eux-mêmes les étudiants. Ça a amené les conseillers d'orientation à avoir une place plus périphérique. Ça a bouleversé un peu leur pratique. Les élèves arrivés à la fin de leur secondaire arrivent aujourd'hui à la fin de leur secondaire plus ou moins préparés, ont plus ou moins réfléchi à leur orientation. Ils n'ont pas exploré quelles étaient les possibilités pour eux. Donc, les CO aujourd'hui se retrouvent avec une grande demande à la fin des études secondaires des jeunes et dans un rôle qui n'est plus tout à fait celui pour lequel ils avaient étudié et dans lequel ils se sentent compétents. De là, ma recherche qui porte sur la souffrance au travail des conseillers d'orientation. Donc, à quel point ils peuvent ou non pratiquer comme ils souhaiteraient le pratiquer. En recherche, je m'inscris dans le courant de recherche qualitative et plus spécifiquement dans un courant qu'on appelle la clinique du travail, qui a pour objectif de se placer au chevet du travail, un peu comme un médecin se place au chevet de son patient. Mais dans notre cas, c'est un peu le travail qui est malade et qu'on veut soigner d'une certaine manière. Sur le plan métaphorique, là, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les gens à discuter en collectif, donc en groupe, de leur travail, ce qui est source de souffrance pour eux, ce qui est source de plaisir, et comment ils se défendent par rapport à la souffrance. Et j'ai fait une analyse de contenu et une analyse clinique de ces rencontres-là, à partir du cadre conceptuel, du modèle conceptuel que j'avais déjà élaboré. Et ce qui est particulier dans ce type de recherche-là, qui est un type de recherche-action, c'est qu'on va soumettre nos analyses aux participants. Donc, on valide nos analyses avec les participants. Et en bout de ligne, on veut contribuer à outiller
les personnes pour soutenir l'amélioration de leurs conditions de travail, pour qu'ils puissent mieux vivre leur rapport au travail au quotidien. Je pense que j'ai touché une corde sensible avec ce sujet-là, de la question de la souffrance identitaire de métier. Il y en a long à dire sur la souffrance qu'ils vivent et sur l'identité professionnelle, à quel point l'identité professionnelle est malmenée. 4 principales sources de souffrance identitaire de métier. La première que j'ai appelée la désincarnation du cœur de métier. Donc, les CEO arrivent plus ou difficilement à incarner le cœur de métier, ce qu'ils ont appris, la manière dont ils souhaiteraient pouvoir pratiquer. On utilise beaucoup les CO pour faire rouler la machine. Les CO ont une compétence, ont une connaissance du système scolaire québécois qui est un outil intéressant pour les directions d'école, pour les aider à gérer les écoles. Et donc, on donne aux CO un peu un rôle administratif par rapport à leur idéal de métier qui serait d'intervenir en relation d'aide avec les jeunes, de comprendre leur expérience, où ils veulent aller, c'est quoi leurs intérêts, leurs aspirations, c'est quoi leurs rêves. Deuxième élément, c'est ce que j'ai appelé la déprofessionnalisation du travail des CO, qui fait référence au fait que les CO ont une profession qui nécessite une grande expertise. Ça prend une maîtrise universitaire pour faire cette profession-là. Ça prend une expertise particulière, notamment du côté de la relation d'aide, mais aussi de la compréhension des différents enjeux du monde du travail et du monde scolaire. Et donc, ils ont un savoir-faire spécialisé, mais qui n'est pas utilisé dans l'organisation du travail actuel. Ce qui m'amène à mon troisième point, qui est la déconsidération professionnelle. Il existe en milieu scolaire un discours qui circule, en fait, un discours qui questionne la pertinence des conseillers d'orientation à l'école secondaire. Certains vont dire qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour faire un choix d'orientation. On n'a pas à se préoccuper de ça à l'école secondaire. Certains vont dévaloriser aussi l'expertise des CO en disant, bon, c'est simple, de toute manière, on leur fait passer un petit test, là, comme dans Châtelaine, puis ça va leur dire en quoi aller. Et le dernier point, c'est ce que j'ai appelé le déficit de collégialité, c'est-à-dire la difficulté de se regrouper entre professionnels pour discuter de son travail, pour partager les obstacles qu'on vit au travail, les difficultés qu'on peut vivre au travail. La principale source de plaisir, c'est de pouvoir rencontrer des jeunes. Les CO sont formés et ont des compétences précises, spécifiques, de haut niveau en relation d'aide. Et ils veulent pouvoir les exercer. Une école rêvée, c'est une école qui donne la latitude suffisante pour pouvoir faire son travail comme on souhaite le faire. Bonjour, je m'appelle Anne Lafay et je suis au doctorat en médecine expérimentale dans le département de réadaptation. Ma recherche porte sur ce qu'on appelle la dyscalculie développementale. C'est un trouble du développement des mathématiques. C'est l'équivalent de la dyslexie, mais au niveau des nombres et du calcul. Et j'essaie de comprendre pourquoi certains enfants sont dyscalculiques, quels sont leurs déficits et s'il existe plusieurs profils de dyscalculie. C'est vrai que ça peut paraître surprenant pour un orthophoniste de passer des lettres au nombre, de la lecture au calcul, mais premièrement, c'est quelque chose, les nombres sont présents tous les jours dans notre vie quotidienne, donc c'est quelque chose de très handicapant d'être dyscalculique. Et la seconde chose, c'est qu'en lisant les études, on s'aperçoit, en 2007 par exemple, qu'il y avait seulement une étude pour la dyscalculie, pour 14 études sur la dyslexie. Donc c'est un domaine où il y a tout à faire, où on a des milliers de questions encore à se poser. Donc c'est quelque chose de très stimulant de s'intéresser à ce domaine. Les doigts sont très importants dans le développement des mathématiques. Il y a un lien fort en fait entre l'utilisation des doigts et le développement du nombre. Donc déjà au niveau cérébral, on s'aperçoit dans les études qu'il y a une grande proximité des aires qui sont dédiées à l'utilisation des doigts et des aires qui sont dédiées au nombre. Et après, sur le plan plus fonctionnel, on s'aperçoit dans les études que les enfants qui utilisent le plus les doigts sont les enfants qui réussissent le plus dans les tâches d'arithmétique. Après, il y a des enfants qui ne réussissent pas les tâches d'utilisation des doigts, mais qui réussissent très bien en mathématiques. Donc ça nous montre que les doigts sont certes très utiles pour le développement des mathématiques, mais pas indispensables. Si un enfant a besoin d'utiliser les doigts, il faut le laisser utiliser les doigts comme il le souhaite.
Il y a aussi un fort lien entre le langage et le développement du nombre. Les études montrent que chez l'enfant tout petit, ils sont capables de repérer très vite, de manière quasi instantanée, les petites collections, comme les petites collections sur les dés. Vous avez les 4 points pour le 4. Et à force d'apprendre la comptine numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et de poser des étiquettes mots-nombres, c'est-à-dire que sur les 4 points, on entend tout le temps le mot 4, l'enfant est capable d'associer ces quantités au nombre. Et dans les études chez les enfants qui sont dysphasiques, par exemple, qui ont des troubles du langage, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de difficultés en mathématiques. Il y a plusieurs points pour reconnaître un enfant dyscalculique. La première chose qu'on peut repérer, c'est des enfants qui sont angoissés ou qui ont des maux de tête, de ventre, qui sont vraiment très très angoissés à l'idée de faire des mathématiques, parce qu'ils savent qu'ils échouent, donc ça peut provoquer de l'angoisse. Sur le plan scolaire, ce sont des enfants qui ont des difficultés dans toute la sphère mathématique. Donc autant apprendre la comptine numérique quand ils sont tout petits, apprendre à compter des collections, faire des calculs, puis plus grand, résoudre des problèmes mathématiques, manipuler les mesures comme le temps ou les centimètres, etc. Sur le plan de la vie quotidienne, c'est des enfants qui vont avoir tendance, par exemple, à éviter les jeux où il y a des nombres, comme il y a des nombres à lire sur des cartes, ou des nombres où on doit manipuler de l'argent fictif, ou être l'arbitre du match de soccer, par exemple. Donc, ils vont éviter tous ces jeux où ils doivent compter. Pour cibler les enfants qui ont des difficultés en mathématiques, dans ma recherche, on s'adresse directement aux écoles, donc avec l'autorisation des directeurs, des enseignants, puis des parents évidemment, puis des enfants. Il faut qu'ils aient envie de participer à la recherche, avec des questionnaires adressés aux enseignants et aux parents. Le questionnaire aux parents sur la vie quotidienne et le questionnaire aux enseignants sur les apprentissages scolaires en mathématiques. Après cela, on fait passer un test de mathématiques, un test qui est standardisé, qui va nous permettre d'objectiver les difficultés mathématiques, voir si l'enfant a des difficultés ou si il se débrouille bien en mathématiques. Pour déceler un enfant qui serait dyscalculique, il n'y a pas d'âge précis fixé, mais il y a 2 critères importants. Le premier étant que l'enfant doit avoir des difficultés dans les premières années de la scolarité. C'est-à-dire qu'un enfant qui s'en sort très bien en mathématiques et qui en 6e année commence à avoir des difficultés, on ne peut pas parler de dyscalculie. C'est un enfant qui souffre dès le début de sa scolarité. Et le deuxième critère étant qu'il faut qu'il ait des difficultés pendant au moins 6 mois. Qu'un enfant qui a des difficultés sur un problème mathématique n'est pas un enfant dyscalculique. Il y a une cause principale à la dyscalculie, c'est un déficit du sens du nombre. Le sens du nombre, c'est la capacité à comprendre les quantités en tant que telles. C'est-à-dire que quand on voit par exemple une foule de personnes, on est capable quasi instantanément de savoir à peu près s'il y a 10, 300 ou 1 milliard de personnes. Donc ces enfants-là auraient des difficultés avec ce sens du nombre. Au niveau du cerveau, on s'aperçoit avec des études chez l'adulte cérébrolésé qu'on a une zone du cerveau qui est dédiée à ce sens du nombre, le sulcus intrapariétal. C'est une zone du cerveau qui est située en arrière du cerveau, donc dans le lobe pariétal, et qui permettrait d'appréhender la quantité, d'appréhender le sens des nombres. Chez l'enfant dyscalculique, les études en imagerie cérébrale montrent qu'ils ont moins de matière blanche, moins de matière grise et moins d'activation dans cette zone-là, le sulcus intrapariétal, quand ils font des activités en mathématiques. Pour mon projet de doctorat, j'ai développé une batterie de tâches expérimentales sur ordinateur, une vingtaine de tâches qui permettent d'aller vérifier les habiletés numériques de l'enfant. Donc, par exemple, l'enfant voit une quantité, il doit dire le plus vite possible quel nombre c'est, ou l'enfant a une ligne numérique, donc de 0 à 100, et l'enfant doit placer un nombre sur la ligne. Donc tout un tas de petites activités courtes pour aller vérifier les habiletés numériques de l'enfant. La seconde chose que j'ai développée en parallèle de mon projet de doctorat, c'est des jeux. Donc, je suis auteure de jeux rééducatifs chez Éditions Passe-Temps. Donc, par exemple, un premier jeu, 1, 2, 3 en avant, qui permet d'aller travailler la ligne numérique mentale. Donc l'enfant a à se déplacer sur une ligne de 0 à 10 ou de 0 à 50, selon le niveau de l'enfant, en ajoutant ou en enlevant des cases. Et ça va permettre de préciser cette ligne numérique. Il y a un intérêt clinique fort. Le premier intérêt est la construction d'une batterie de test, une batterie qui pourrait servir au diagnostic de ces enfants.
Et ensuite, il y a des retombées plus indirectes. Donc ça permet d'aider les enseignants dans leurs apprentissages ou les orthopédagogues, les orthophonistes dans la rééducation de ces enfants dyscalculiques. En ce qui concerne le futur, l'après-doctorat, il y a une chose qui est sûre, c'est que je voudrais avoir une double pratique. Initialement, je suis orthophoniste et j'ai envie d'exercer à nouveau mon métier d'orthophoniste, être à nouveau au contact des enfants, de pouvoir les aider au quotidien et appliquer ce que j'ai appris pendant mon doctorat et avoir une pratique de recherche parce que mes recherches sur la dyscalculie me passionnent et j'ai envie d'aller pousser plus loin et comprendre encore davantage ce trouble de la dyscalculie. Toutes les émissions de Cogito sont disponibles sur ulaval.tv. Merci d'encourager la recherche et la création étudiante des cycles supérieurs de l'Université Laval.